Il est 13h31 à Akloa Tomébé, dans le Wawa, même heure à Toum, dans le moyen mono, 4 heures de plus environ, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Très immense est ma joie de vous retrouver après 2 semaines d'absence dans cette paroisse médiatique. C'était pour la bonne cause, c'était pour mieux me purifier et vous servir davantage. Je sais que je vous ai manqué, vous aussi, vous m'avez plus manqué. Nous y sommes enfin et vive la messe. Une messe qui va être dite autour de 2 évangiles et 2 lectures. Le premier évangile nous envoie aux Émirats Arabes Unis, plus précisément à Abu Dhabi, où s'est rendu le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Il avait dans sa valise le plan national de développement qu'il a vendu très cher aux investisseurs et aux bonnes volontés. Les échos de ce voyage très fructueux nous sont parvenus par la presse, presque dans son ensemble. Suivez. Le président de la République, Faure Gnassingbé, était à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, avec dans sa mallette le plan national de développement, PND, qu'il est allé vendre très cher aux investisseurs. C'est la bonne nouvelle que le quotidien national Togo Presse a partagé avec ses lecteurs. C'est le top départ du PND 2018-2022. Martel, forum de la semaine, pour qui le Togo entre désormais dans la phase de transformation structurelle de son économie. Selon Togo Matin, qui s'inspire d'un communiqué de la présidente de la République togolaise, ce voyage du chef de l'État intervenu au lendemain du lancement du plan national du développement a pour objectif de mobiliser les investisseurs autour du projet de développement de notre pays. Nouvelle opinion a fait comeback sur les grands axes du PND câblés sur 2018-2022, à savoir la mise en place d'un hub logistique d'excellence, le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive, de même que la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. 15 millions de dollars US, c'est la manne que remporte déjà le chef de l'État, comme le souligne le Messager et le Magnan Libéré, précise que ces sous du fonds Califia sont destinés au financement et à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises ou initiatives. Selon Ouattara les vainqueurs, c'est le fruit de 3 jours d'échanges entre Faure Gnassingbé et les investisseurs à Abu Dhabi. Un écho favorable pour le PND. Idem dans le libéral pour qui la DFD s'engage à soutenir les projets inscrits dans le PND. Des raisons évidentes de croire au PND comme le relève Vision d'Afrique à Abu Dhabi, ajoute Écho du pays. Faure Gnassingbé était à la chasse des investisseurs émiratis. Chronique de la semaine s'est lui aussi intéressé à la première enveloppe enregistrée par le Togo, 15 millions de dollars US, soit environ 7,5 milliards de francs CFA en provenance du fonds Khalifa pour le développement de l'entreprise et des énergies propres. Les investisseurs des Émirats Arabes Unis, séduits par le PND, s'engagent à l'accompagner. Écrit Rakiri, pour qui plusieurs accords de financement ont été bouclés par le Togo. Une mission du généreux donateur serait attendue dans les jours à venir à Lomé, informe la Nouvelle République, certainement pour la concrétisation du financement. Le PND, est-ce la solution adéquate à la montée du chômage et au sous-emploi, se demande le Canard indépendant, pas très convaincu par cette
nouvelle trouvaille. Selon un nouveau et l'évêque de la nation qui se réjouissent de l'écho favorable que connaît le PND grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État, ce plan permettra la transformation structurelle de l'économie togolaise pour une croissance forte, inclusive et créatrice d'emplois. À Abu Dhabi, conclut Togo Réveil, le chef de l'État, Fort Essos Mnanye Singbe, aurait, en marge des travaux, visité des entreprises et des sites clés qui sont des symboles de la réussite économique émiratie. Et nous voici sur notre hôtel pour la messe. C'était l'évangile. À présent, l'homélie avec un modérateur déjà là, un officiant, en la personne du révérend Père Yves Gallet. Il nous vient de la paroisse Symphonie et de Reflet du Palais. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, content de vous retrouver, de retrouver les téléspectateurs de TV2. Très bien. Nous attendons incessamment l'arrivée de Atia Ibrahim qui nous viendra de temps nouveau. Nous espérons qu'il ne va pas tarder à nous rejoindre. Techniquement, je suis servi par les enfants de chœur. Ils sont deux, Folie Kani et puis Alexandre Kalim. Voilà, l'évangile est dit. Peut-on déjà se frotter les mains par rapport au lendemain du plan national de développement PND au regard de ce qui précède? C'est trop dire, Eric, de dire qu'on peut déjà commencer par se frotter les mains. On peut du moins déjà commencer par se réjouir parce que il y a l'attractivité du Togo aux yeux des investisseurs internationaux qui est une réalité aujourd'hui. Partout où le Togo passe, les investisseurs n'hésitent pas à mettre la main à la pâte pour pouvoir venir investir au Togo. C'est déjà un point de positif parce que ces dernières années, à travers les moultes réformes que le Togo a engagées, le Togo est devenu beaucoup plus rassurant en termes de sécurité juridique pour l'investissement des investisseurs étrangers. Et le climat d'affaires est rassurant aujourd'hui. Toutes les conditions ont été créées pour que l'investisseur qui vient au Togo pour investir soit rassuré et investisse dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, disons que c'est un gros acquis qui permet de renforcer l'attractivité du Togo sur le plan international. Et si nous prenons par exemple ce que nous attendons du PND, l'investissement, la somme à récolter pour l'opérationnalisation du PND, et nous prenons ce que Fort Gnassingbé est allé glaner aux Émirats Arabes Unis, nous disons que c'est une goutte d'eau dans l'océan du PND et nous espérons que dans les jours à venir, les vannes seront ouvertes pour que nous puissions glaner davantage pour pouvoir financer le PND. Mais disons, si vous prenez la somme totale requise pour le financement de ce PND qui est évalué à 4 622,2 milliards et vous prenez ce que Fort Gnassingbé est allé glaner aux Émirats Arabes Unis, c'est 7 milliards 500 millions, je crois que c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais disons que c'est déjà bien parti et surtout que ce PND, quoi qu'on dise, ce PND est un projet fort ambitieux et qui voudrait et tendre ce pays vers un certain idéal que nous rêvons tous. Je crois que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne vision. Quand les gens commencent déjà par jeter l'anathème sur ce projet, alors que le projet n'est même pas encore lancé, je crois que c'est une mauvaise chose. Le PND, ce n'est pas le propre du Togo. Oui. Et la Côte d'Ivoire est déjà à son deuxième PND. Et le premier PND de la Côte d'Ivoire, c'était de 2012 à 2015. Et le deuxième PND de 2016 à 2019. Donc, le Togo n'est pas le premier pays à expérimenter le PND. Et nous savons que bien avant le PND, il y a plusieurs projets de développement qui ont été déjà essayés. Il y a SCAP, et bien avant SCAP, il y a DSRP 1, 2, il y a SCAP. Et nous sommes en train d'essayer encore, ou bien du moins de piloter le projet que nous appelons PUDC.
projet d'urgence de développement communautaire. Donc, ça s'inscrit dans une vision à long terme du chef de l'État. Et vous savez que quand vous êtes un gouverneur, vous êtes le numéro 1 d'un pays, vous n'avez pas de vision pour ce pays, c'est que vous êtes un danger pour la République. Et cette vision se traduit par la conception des projets de développement, des programmes de développement. Et c'est vrai, et chaque projet de développement, à terme, on peut faire le bilan et se rendre compte que ce n'est pas évident qu'on puisse aboutir à une réalisation effective à 100% de tous les projets, de tous les indicateurs qui ont été inscrits au programme. Mais on fait un bilan et on trouve qu'il y a un acquis, il y a des fondements qui ont été posés, il y a des transformations structurelles, les bases des transformations structurelles de l'économie qui ont été posées et sur lesquelles maintenant on peut greffer d'autres projets pour faire avancer le pays. Le PND de la Côte d'Ivoire, qui est le deuxième PND, se greffe sur le PND 1. Et sur le PND 1, si vous faites le bilan, vous trouvez que à peine la moitié des projets inscrits dans ce programme ont été réalisés. Oui, donc je crois que c'est une très bonne chose de vous rappeler. Et pour ceux qui croient que ce n'est pas bien pour le PND n'est pas un bon projet pour le Togo, mais c'est une vision. C'est une vision, c'est des perspectives d'évolution, de transformation de l'économie qu'on est en train de tracer. Et si vous prenez par exemple l'Allemagne du temps de la Grande Guerre, quand l'Allemagne a été humiliée après le traité de Versailles, il a fallu qu'il y ait un visionnaire qu'on appelle Karl Haushofer, qui voudrait que dans quelques années que l'Allemagne devienne la première puissance européenne, malgré la débâcle, malgré l'échec qu'ils ont enregistré après la première guerre mondiale et après le traité de Versailles. Ils ont dit mais nous allons devenir la première puissance du monde et la première puissance européenne. Aujourd'hui, tout le monde sait à quel niveau ce programme a pu hisser l'Allemagne. Tout à fait. Qui ose croire, Atia Ibrahim vient de faire son entrée. Et nous allons lui souhaiter une confraternelle et patriotique bienvenue. Alors, bonjour Atia. Bonjour Eric et bonjour au confrère Yves et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous sommes en train de grainer le premier chapelet de notre prière, le premier évangile qui parle du voyage du chef de l'État, un voyage à entendre et à écouter les journaux a été un peu fructueux avec une manne de 15 millions de dollars US, soit environ 7,5 milliards de francs de nos CFA. Ceci avec, pour financer le PND qu'il avait dans sa mallette, qu'il est parti vendre aux investisseurs. Est-ce que le PND, on peut dire que c'est déjà un bon écho du PND pour l'avenir? Oui, mais il faut dire que aussitôt après le lancement du PND, le chef de l'État s'est lancé dans une vaste campagne de mobilisation de fonds pour pouvoir financer ce PND. Vous savez que c'est un programme qui englobe beaucoup de projets et ces projets à terme voudraient restructurer l'économie togolaise et amener les populations vers un mieux-être. Et donc c'est globalement ce qui est décliné comme objectif que poursuit le PND. Et donc aussitôt après le lancement, le chef de l'État s'est envolé, il est allé aux Émirats Arabes Unis et il a procédé à une opération de charme, bien évidemment, parce que quand vous avez un grand projet comme ça et que vous comptez sur des bailleurs, il est indispensable que vous allez vers eux et surtout que vous tenez une bonne rhétorique qui puisse convaincre, qui puisse amener les gens à adhérer à ce projet que vous êtes venu leur soumettre. Et donc l'exercice a été plus ou moins concluant et nous osons croire que dans les jours à venir, beaucoup de choses se feront en termes de la mise en œuvre du PND, puisque à Abu Dhabi, le chef de l'État a eu des rencontres avec des officiels émiratis et lors de leur discussion, il y a eu des promesses d'accompagner le PND. Et mon confrère a parlé de certaines structures financières émiraties qui ont accepté
financer le PND. Je peux parler de Halifa Fund qui déjà veut mettre dans la cagnotte plus de 15 millions de dollars US pour le financement du projet d'énergie solaire et la réalisation d'une centrale disons photovoltaïque au Togo. Et nous avons aussi un grand groupe qui est dans l'agroalimentaire et qui s'occupe des chaînes de valeur et de la transformation au niveau de l'agriculture et qui se positionne aussi. Et donc je pense que c'est déjà très bon départ pour la mobilisation des bailleurs autour du PND et puisqu'il est attendu une mission aussi ici à Lomé. Donc quand cette mission va venir, je pense que les choses vont se concrétiser, se préciser et la manne n'hésitera pas à tomber pour que le Togo puisse continuer la mise en œuvre de ce PND. Très bien. Et au-delà de... Oui, ce que moi je voudrais ajouter ici, c'est que oui, c'est vrai, le chef de l'État qui se trouve être l'initiateur et l'architecte même de ce PND, et il reste le premier ambassadeur de ce PND. C'est pourquoi il a pris son bâton de pèlerin pour aller mobiliser les investisseurs. C'est une très bonne chose, mais quand vous prenez ce qui a été réalisé et ce qui a été raflé aux Émirats Arabes Unis, on parlait de 7,5 milliards. Et sur 4 622 milliards, vous vous rendez compte qu'il y a encore du travail à faire. Et le chef de l'État ne pourrait pas se permettre, lui seul, d'aller, de parcourir le monde ici et là pour aller chercher les investisseurs. C'est pourquoi moi, je voudrais proposer qu'on mette sur pied, par exemple, un groupe consultatif de financement du PND. Si vous prenez les Ivoiriens, par exemple, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis sur pied ce groupe-là et ils ont organisé en 2 journées la rencontre avec les investisseurs. Et cette rencontre, ça s'est déroulé à Paris. Et ils étaient arrivés pour vanter les mérites. Et ils ont fait appel à tous les investisseurs possibles qui ont répondu à ce rendez-vous. Et ils ont, au cours de 2 journées, présenté les atouts, les avantages pour investir en Côte d'Ivoire et présenter les mérites, les raisons pour lesquelles les investisseurs peuvent être motivés pour venir investir dans la réalisation du PND. Et en 2 jours, ils ont récolté, ils étaient venus avec au départ l'ambition de récolter 8,4 milliards de dollars. Et pour le Togo, c'est 7,5 millions d'euros. Eux, ils sont venus avec 8,4 milliards de dollars. Et en 2 jours, ils ont eu plus de 15 millions de dollars d'intentions annoncées par les investisseurs. En 2 jours, les 17 et 18 mai 2016, ils ont réalisé ça. Donc moi, je crois que le Togo doit s'inspirer quand même d'une telle initiative, mettre sur pied un groupe consultatif, organiser un événement grandeur nature au cours duquel tous les investisseurs possibles, et on connaît les investisseurs, les gros bailleurs, c'est la Banque mondiale, la BAD, les États-Unis, aujourd'hui les Émirats Arabes Unis, la Chine n'est pas à négliger aussi, il y a le Koweït, le Japon et autres là. Mobiliser tous ces investisseurs là autour d'un événement comme ça, d'une table ronde, et en 2 ou 3 jours comme ça, et faire un appel un appel de fonds pour pouvoir rassembler le nécessaire pour le financement de ce PND, parce que c'est un plan qui est étalé sur 4 ans. Et il faut une très bonne planification. On ne va pas étaler la mobilisation des fonds sur une longue période, mais à quand on va commencer l'opérationnalisation même du PND, alors que le temps est très court. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui doit se faire comme ça. C'est une proposition. Oui, mais je pense que sur ce plan, je pense que on a besoin de tout le monde. C'est à plusieurs, on est intelligent. Et je pense que si cela échappait aux autorités et au sommet, je crois que c'est une très belle proposition qui vient. Non, je pense que ça n'a pas échappé aux autorités parce qu'il y a déjà un travail qui est fait. Le ministre Doucet des Affaires étrangères a rencontré presque tous les ambassadeurs qui sont dans les pays, notamment en Occident comme en Asie. Donc ils se sont retrouvés, ils ont discuté du PND et ils sont en même temps positionnés comme de potentiels ambassadeurs pour négocier avec les investisseurs, les bailleurs, les partenaires techniques et tout ce beau monde-là qui vont s'intéresser au PND. Donc il y a ce travail
qui a déjà commencé. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie aussi qui se positionne. Et j'ose croire que dans les jours à venir aussi, il y aura la journée économique du Togo, comme ça se fait par le passé, qui va s'organiser peut-être à Paris ou à Bruxelles ou à Genève, on ne sait pas pour le moment. Et donc, il y a un travail quand même préparatoire qui est fait. Et depuis le lancement du PND, j'ose croire qu'il y a quand même une stratégie qui est mise en place pour mobiliser les fonds. Et l'État togolais ne dort pas sur ses lauriers. Il y a un travail qui est en train d'être fait et ça va porter. Nous l'espérons parce que ce PND, tout le monde a quand même, depuis qu'on l'a annoncé, a fondé son espoir sur le PND, même si d'aucuns restent encore dubitatifs et pessimistes. En tout cas, c'est ainsi et nous sommes pressés de savoir ce que ce PND va devenir dans les tout prochains jours et son impact sur le vécu quotidien ou du moins du Togolais lambda. Oui, surtout quand vous parlez d'impact, c'est qu'il ne s'agit pas de faire un projet, de décliner des choses, faire beaucoup de tapage médiatique autour d'un plan et que la ménagère ne sente pas cela dans son panier. Donc c'est ça qui est vraiment l'enjeu nécessaire, l'enjeu autour de ce PND. Et sur ce plan, il doit, je pense que les Togolais ou bien l'État togolais doit procéder à un changement de mentalité sur tous les plans. L'assainissement des finances, c'est très important. La corruption qui est vraiment endémique au Togo, il faut avoir le courage de le dire. Il faudrait qu'on change de comportement en matière de corruption, que les officiels togolais se comportent aussi de plus en plus mieux, qu'il y ait la morale, qui agissent, qui interviennent beaucoup plus dans leur façon d'agir et de gérer les ressources du pays. Il y a aussi la part du citoyen. Je veux parler de la stabilité politique. Voilà, la stabilité politique d'abord, parce que s'il n'y a pas la stabilité politique, s'il n'y a pas la paix, je me dis que le PND ne peut pas être déroulé. Donc il y a la contribution du citoyen. Nous devons faire un effort pour aller vers des actes beaucoup plus civiques, des actes de patriotisme et de citoyenneté pour permettre au PND de pouvoir vraiment se dérouler. Mais l'autre aspect aussi, le chef de l'État a eu à le souligner, c'est, je veux parler de la culture de la fiscalité, que les Togolais ne se gênent pas de payer les taxes qu'il y a, les impôts qu'il y a. Il faut payer parce que dans tous les pays, ce sont les taxes qu'on utilise pour pouvoir développer le pays. Mais encore faudrait-il que l'OTR n'asphyxie pas les Togolais. Très bien. Pour le cas de la corruption, je crois que Plucia s'active. Il venait de lancer son arsenal de combat de ce secteur, de ce mal-là. Et nous espérons que ça va se réaliser concrètement. Oui, Achadi. Vous avez voulu ajouter quelque chose? Oui, Achadi a donné des précisions très importantes. Il faudrait que nous puissions créer les conditions, nous puissions adopter des attitudes qui favorisent l'investissement des étrangers. Et puis, il faut rappeler aussi quelque chose. Et le financement de ce PND, il faudrait forcément créer. Et vous savez, nous sommes dans un contexte très concurrentiel où les États, beaucoup d'États ont besoin de financement. Et il y a des projets qui se multiplient ici et là. Et du moins pour les pays, les pays sous-développés, il y a beaucoup de projets dans les pays et on veut, chaque pays voudrait attirer le plus d'investisseurs possible. C'est pourquoi dans tous les pays aujourd'hui, la concurrence est accrue. Toutes les conditions sont créées pour favoriser l'attractivité des pays. Donc il faudrait que au Togo, nous puissions accompagner chaque citoyen à travers ses comportements, à travers le civisme, puisse accompagner un climat favorable à l'investissement. Et puis, nous devons utiliser, dans ce contexte très concurrentiel, nous devons utiliser la paix et la sécurité comme des avantages comparatifs pour le Togo. Des atouts pour le Togo, pour se distinguer des autres pays, pour pouvoir attirer davantage les investisseurs. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Moi, j'ai une crainte que je voudrais exprimer. Vous savez, le financement du PND, on dit, c'est 35% pour l'État et puis 65% pour le secteur privé. Mais vous savez que dans le secteur privé, là, et sur le plan national, il y a combien de sociétés, il y a combien d'entités qui devraient se jeter dans le financement de tous ces projets-là. Ce serait très moindre. Alors que c'est déjà un danger pour notre économie si l'économie est dominée par des investissements étrangers. Parce que
avec ce PND, j'ai vraiment peur pour une vassalisation de notre économie, une domination complète de cette économie par des investissements étrangers. Or, pourquoi pas la meilleure, la meilleure création de la richesse, elle doit, colonisation, là. elle doit être un processus endogène, pour que la valeur ajoutée puisse rester au Togo, au bénéfice du Togo. Quand vous prenez le PIB par non, je veux dire le produit intérieur brut par Togolais. En 2018, par exemple, vous avez $675 par Togolais, ce qui relègue le pays au 13e rang des pays les plus pauvres du monde. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que sur le plan endogène, il y a un travail qui doit être fait pour que la création de la richesse en interne soit rehaussée pour une croissance beaucoup plus accélérée sur le plan, sur le plan endogène. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi il faut lancer un appel aux Togolais qui ont les moyens dans le secteur privé pour participer activement au financement de ce PND. Très bien, ça c'est encore une très belle idée et proposition qui j'espère passe également dans de très belles oreilles. Nous allons lire le deuxième évangile sous réserve qu'on n'a pas quand même tout épluché autour de ce PND. Ce n'est même pas possible. On en parlera d'ailleurs toujours, on va en parler toujours. Après 18 mois de lutte acharnée marquée par des marches, des meetings, des togomans, des boycotts ponctués de temps en temps d'appels au déluge, au tsunami social, pour ne citer que cela, la coalition de 14 partis politiques de l'opposition a marqué un arrêt pour dresser le bilan de tout cela. C'était devant Dieu et devant la presse au cours d'une conférence largement suivie par les confrères de la presse aussi bien en ligne qu'écrite et dont voici les vues et constatées. Erreur commise, conclusion des journées de réflexion, engagement pour l'avenir. C'est le grand déballage de la coalition de l'opposition cette semaine aux professionnels des médias au cours d'une conférence de presse, comme on peut le lire dans Liberté qui parle de bilan de 18 mois de lutte politique. Comme il n'est jamais tard pour bien faire, relève Togo Matin, Brigitte Kafoui à Diamabo Johnson et ses camarades pensent à une restructuration de leur coalition et font la cour au déçu pour faire face au pouvoir de UNIR en 2020. Et le journal se demande, dans une autre parution, si l'opposition togolaise pourra relever son défi de tous les temps, celui d'effacer la race Nyasingbe au pouvoir. Dans sa fébrilité, la coalition tente de se fixer de nouveaux objectifs, souligne le messager très sceptique. À cette conférence, la C14 aurait avoué son échec en évoquant un déficit de cohésion. Fait observer le Mania libéré, pas très convaincu, lui aussi. Selon Ouara, les vainqueurs, les 18 mois de lutte n'ont été qu'un cuisant échec constaté au grand jour par Fabre et ses compagnons. La manchette présente l'intégralité du relevé de conclusion des journées de réflexion. Un relevé essentiellement axé sur la présidentielle de 2020 et les locales. Selon Dunia Le Monde, qui parle de revirement à 180 degrés, la C14 compte participer aux locales et à la présidentielle de 2020. Ce sera à travers une nouvelle dynamique unitaire, comme le relève la dépêche. Au même moment, l'on apprend du journal Le Libéral que le PNP a annoncé son intention de boycotter les locales, une position que le journal qualifie d'ambiguë vis-à-vis de la coalition. Et Fraternité de se demander si Fort et Tikwi risquent de se trouver finalement à la même source. Écho du pays n'a trouvé rien de nouveau sous le soleil de la C14 après ces journées de réflexion. La coalition reconnaît avoir commis des erreurs
mais semble ignorer les conséquences du boycott du scrutin du 20 décembre. C'est le constat fait par Chronique de la semaine à l'issue du bilan des travaux du conclave. Le changement trouve que le seul but des journées de réflexion de la coalition était d'écarter le quart de Maître Yaouvi Agboibo et le PNP de Tipi Achadam, devenu très gênant ou encombrant au sein de la coalition. Au-delà de la reconnaissance de ces erreurs, Togo Réveil trouve qu'il serait mieux pour la C14 de demander pardon à toutes les victimes que sa lutte et ses caprices auraient causées. 5 candidats dans le starting block de la présidentielle de 2020. Gilles Chris Olympio, Fort Nyasingbe, François Boko, Salifou Achadam et Jean-Pierre Fabre. C'est la prophétie de l'éveil de la nation au peuple togolais. Voilà, vous avez religieusement et attentivement suivi. Ainsi va l'actualité et la presse. Nous lui rendons hommage pour nous avoir alimenté suffisamment. Et vos réactions, je ne sais pas comment formuler ma question par rapport à... Parce qu'on a tellement posé de questions sur cette affaire de la C14 qui, finalement, on n'a plus de questions à se poser, mais on peut quand même se demander si on est en train de tendre vers une nouvelle ère de l'opposition togolaise. Atia? Je pense que vous voulez poser la question de savoir s'il y a la sérénité au sein de la C14, oui. Parce que c'est de ça il est question. Et leur sortie prouve qu'il n'y a pas la sérénité et que le constat d'échec à la suite de 18 mois de lutte fait que les militants sont désemparés et même au niveau de la C14, il y a un air je vais dire de déception, et en ce sens que les objectifs poursuivis par la contestation qui a démarré le 19 août 2017, c'était le retour à la Constitution de 1992 à la version originelle. Est-ce que nous en sommes là actuellement? Non. C'est le vote de la diaspora. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que la diaspora vote? Je ne suis pas sûr. Et il y avait aussi la surenchère qui est venue se mêler à la chose aussi. On parle du départ immédiat de M. Fort Nyasingbe. Donc aujourd'hui, tous ces 3 points ne sont pas au rendez-vous. Donc ça voudrait dire qu'il y a eu échec dans la lutte. Mais ce que nous pouvons quand même retenir comme un élément essentiel que nous pouvons prendre de la lutte qui a été menée, c'est qu'il y a aujourd'hui quand même ce sentiment de tous les Togolais à exiger que le Togo opère les réformes. Les réformes sont nécessaires pour le pays. Et ça, déjà, dans la mentalité de tous les Togolais, il y a quand même ce désir et cette demande assez forte à l'endroit des autorités togolaises comme quoi il faut aller vers les réformes. En dehors de ça aussi, il y a l'enjeu de 2020 qui est devenu, je peux dire, une hantise de tous les Togolais. L'alternance qui est attendue en 2020 et la possibilité de voir de nouvelles manières de gérer le pays qui est aussi dans les en filigrane qui se lie en filigrane. Donc ça voudrait dire que la lutte que la C14 a menée, c'est vrai que les résultats ne sont pas atteints, mais quand même on sent qu'il y a un sentiment d'exiger des réformes et qui est toujours patent au niveau des Togolais. Et ensuite aussi, il faut dire que aussitôt après les législatives de 2020, l'opposition s'est rendue compte qu'il y avait une erreur qui a été commise, mais ce que, vous savez, en politique, quand on commet une erreur, on la paie cash. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est le constat et je me demande comment ils vont s'y prendre pour recoller le morceau. Je pense que ça, ils sont de grands garçons, ils verront ce qu'il y a lieu de faire. Mais le constat aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de sérénité et certaines formations politiques membres de la C14 ont commencé par prendre aussi
aussi leur distance. Large, ce qui voudrait dire qu'on tend vers peut-être hécatombe au niveau de la C14, tout comme ce fut le cas avec le FRAC, le CST, CAP 2015. Aujourd'hui, on parle de C14. Peut-être que demain, ça sera autre chose encore. Mais pour quel résultat encore? Et surtout que les méthodes ne changent pas, les stratégies ne changent pas. C'est la même chose qui se fait. C'est des coups de slogans pompeux à faire dormir debout. C'est à coups d'incantations, à coups des surenchères et beaucoup de slogans, beaucoup de proverbes qu'on lance à tort et à travers pour dire que cela constitue une stratégie politique. Je ne le pense pas, mais je pense que les gens doivent se remettre en cause, réfléchir sérieusement et voir quelle approche opter pour que le Togo puisse sortir de l'ornière, pour que le Togo puisse être au rendez-vous de l'émergence à l'horizon 2030. Je reviens à vous par rapport à un aspect que vous avez légèrement touché. Yves, un aveu d'échec après 18 bons mois de lutte. Si vous étiez Fabre Jean-Pierre, Tipé Akiadam ou comment vous l'appelez, Kafi Adjamagbo, oui. Quel serait votre état d'âme? Je ferai mon mea culpa au peuple, ouvertement, franchement, sans hypocrisie. Et je ne ferai pas un effort pour retirer de mon côté le drap, je dirais avec les mots justes toute ma déception, et je reconnaîtrai tout le mal que j'ai fait pour ce peuple que j'ai drainé dans la rue. Il y a certains qui sont morts, qui ont payé le lourd tribut, il y a certains qui sont encore en prison aujourd'hui, il y a certains qui portent les séquelles physiques de cette lutte jusqu'aujourd'hui, mais au bout du rouleau, il n'y a et la montagne a accouché d'une souris, et il n'y a même pas de souris à dire, à dire la vérité, il n'y a même pas de souris. Donc je crois que durant 18 mois, et toutes les agitations, tous les tapages qui ont été faits, je crois que ça n'a abouti à rien. Juste par manque de vision, de réalisme politique de ces leaders qui sont au devant de la lutte. Aujourd'hui, c'est le déclin. C'est une grande déception. Et vous allez constater que les activistes de l'opposition qui sont sur les réseaux sociaux, qui aux premières heures de cette lutte étaient très farouches, et qui étaient au devant, qui s'investissaient même dans le financement de cette lutte, je crois que tous ont été désillusionnés. Récemment, nous avons fait un article qui ressassait et toutes les tribunes qui ont été publiées par les activistes de l'opposition, les farouches activistes de l'opposition qui montrent clairement leur déception et qui fustigent à des mots très violents les acteurs de cette opposition, de cette C14. Je crois qu'on est arrivé à une nouvelle ère où les populations sont désarçonnées, sont déçues et ont pu réaliser au finish que ces acteurs ne sont pas des leaders en lesquels on peut faire confiance, en lesquels auxquels on peut accorder de crédit pour nous mener à bon port. Donc je crois que c'est un revirement dangereux pour la démocratie, parce que aujourd'hui, quand vous pesez très bien la situation politique, on se rend compte que presque il n'y a plus d'opposition, parce que la C14 qui est devenue très fragilisée, il y a 5 partis qui sont déjà partis, les autres qui sont restés, il y a la plupart qui y sont parce que et ils ne peuvent pas vivre en dehors d'un regroupement, parce que c'est des partis qui ne représentent rien, donc ils ne peuvent pas vivre en dehors d'un regroupement, donc ils sont encore là parce qu'il faut jouer à la survie. Parce qu'ils n'ont pas de choix. Hein? Ils n'ont pas de choix. Donc aujourd'hui, les objectifs qui ont été définis au départ, quand nous titrions à la veille des élections présidentielles, on écrivait, quand la coalition avait décidé de boycotter les législatives, nous avons dit et nous avons titré que la C14 dans une dérive suicidaire. Et on était traité de tous les noms d'oiseaux, mais aujourd'hui, le suicide est consommé. Tout seul, la coalition même s'est suicidée et ne représente plus absolument rien aujourd'hui. Quand vous me dites l'alternance en 2020, c'est un grand défi, c'est une hantise aujourd'hui pour tous les leaders politiques. Oui, c'est vrai, mais est-ce que, Eric, toi tu crois à l'alternance en 2020? Je n'y crois pas, parce qu'il n'y a aucune alternative, il n'y a aucune figure dans l'opposition qui incarne cette alternative sérieuse à laquelle la population peut s'identifier et accorder du crédit. Donc nous sommes dans une impasse en vérité, parce qu'aujourd'hui, en face de UNIR, il n'y a plus
pratiquement rien. C'est pourquoi quand on cite les noms comme François Bokor, c'est-à-dire des acteurs comme Pascal Bodiona, des acteurs qui sont étrangers sur la scène politique et qui sont cités comme des leaders qui arrivent pour apporter un souffle à cette lutte, pour impulser la dynamique de l'alternance. Les gens s'agitent, les gens sont contents parce qu'il y a du nouveau qui arrive. Voilà. Et c'est-à-dire le peuple est en train de chercher quelque chose qui allume encore son espoir dans cette alternance. Et on ne trouve pas ça dans les leaders qui ont conduit la lutte jusqu'aujourd'hui. Vous voyez que dans les rangs de l'opposition, c'est de la débandade totalement. Le PND qui s'est complètement détaché, qui dit pour les élections locales à venir, sans réforme, le PNP ne participe pas à ces élections. Il y a le petit bloc de la C14 qui continue par survivre, qui dit bon ok, qui accepte participer à ces élections locales, bon, sans forcément exiger que les réformes soient faites. Il y a l'autre bloc qui s'est détaché, le CAR, parti le Togo autrement, santé du peuple, qui se prononce pas clairement sur l'attitude à adopter pour les prochaines élections locales aujourd'hui. Bon, et si vous prenez la question des présidentielles de 2020 et à l'intérieur de la C14, du petit bloc de la C14 qui continue pas à exister aujourd'hui, il y a une certaine division autour de la candidature unique et la candidature multiple de divers acteurs, mais sous le parapluie sous le parapluie de candidature unique, c'est-à-dire qu'ils y vont chacun de son côté, mais bon, ils vont de manière dans une dynamique unitaire. Bon, c'est-à-dire complètement, tout est décousu et le peuple ne sait plus à quel sens se vouer. Acha, c'est votre avis? Votre point de vue, quelle lecture faites-vous surtout par rapport à cette histoire par rapport à la présidentielle à laquelle aspire beaucoup plus la coalition, cette affaire de candidature unique? Pourrons-nous avoir une candidature unique à cette allure des choses? De l'opposition, bien sûr. Oui, il y aura une candidature unique. Ça, je pense que les leaders de l'opposition vont travailler dans ce sens. Et quand il parle de candidature unique, c'est que... Et qui sera ce candidat unique? Il y a un travail qui est annoncé, surtout au niveau de la C14. Vous savez, quand ils sont revenus de leur journée de réflexion, ils ont estimé que c'était important de procéder à une restructuration de la C14 et de revoir les objectifs de la C14, surtout dans la perspective des élections. Il est dit qu'ils doivent travailler pour aller vers une stratégie unitaire. Donc si ces messieurs se mettaient vraiment au travail, je me dis qu'à terme, ils pourront peut-être sortir une figure de l'opposition qui puisse représenter l'opposition. Mais au même moment, il y a aussi des réflexions à leur niveau pour aller de concert avec certaines personnalités de la société civile, surtout ceux qui se positionnent aussi dans le terme de l'alternance, ceux qui se positionnent dans le terme en termes de renforcement de la démocratie, de l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Donc peut-être que ces beaux messieurs vont se retrouver et travailler. Mais tout ceci dépendra de la posture que prendra le gouvernement et surtout le pouvoir RPT Unir. Parce que tout ce qui s'est passé le 19 août 2017, il n'y a pas que le côté politique. 2017, autant pour 2017 moi. Oui. 2017, oui. 2017, bien ça sûr. fait déjà 2 ans et plus. Donc, tout ce qui s'est passé, vous avez vu, la contestation, s'il faut vraiment l'analyser avec un œil objectif, vous devez comprendre que tout ce beau monde qui est sorti dans les rues ne se réclame pas forcément des officines politiques. Mais c'est des gens qui sont sortis pour lancer un message. Le message de la pauvreté, le message de la corruption, le message de la malgouvernance et surtout le message de l'alternance. Pas forcément de l'alternance, mais je veux parler du problème du chômage dans le pays. Donc ces jeunes qui sont sortis, c'est un message qu'ils ont lancé. Et je pense que les autorités togolaises doivent prendre cette dimension avec beaucoup plus de tact et avec beaucoup plus de sérieux pour poser des actes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Togolais, dans le sens de donner assez du travail aux jeunes et dans le sens de faire un effort nécessaire pour que la pauvreté puisse être pas totalement maîtrisée, mais quand même atténuée dans le pays. Donc si le gouvernement adopte une telle posture, surtout que le PND vient de lancer, s'il y a du sérieux qui se fait, je pense que jusqu'à l'horizon 2020,
ça donnera des signaux et les gens ne vont plus croire à ces prophètes, à ces messies qui commencent par se faire entendre et pensant amener le Togo vers Sinaï. Voilà. Donc ça dépendra aussi de la posture que prendra le gouvernement en place, la posture que prendra unir le parti au pouvoir et la posture que prendra tout ce bon monde-là qui s'agite autour du chef de l'État et qui promettent aussi merveilles à tous les Togolais. S'ils sont sincères et qu'ils posent des actes concrets et des actes qui puissent amener la jeunesse à comprendre et à faire foi en leur manière de gérer le pays, je pense que les choses iraient normalement. Et Yves n'aurait pas tort de dire que la stratégie qui va se nouer au niveau de l'opposition puisse être une stratégie de défaite et de défaite, ou bien puisse être un fiasco. Parce que, quoi qu'on dise, la souveraineté appartient au peuple. Et si le peuple est avec vous, je pense que les choses ne vont pas hésiter à aller dans le bon sens et le sens voulu par la majorité de tous les Togolais. Depuis quelques semaines, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est pourquoi il faut tout faire pour que l'opérationnalisation du PND soit une réalité, parce que le PND, si les objectifs sont bien atteints, il y a 500 000 emplois qui sont prévus. Il y a Humbo même qui est allé jusqu'à dire que, convaincu par la qualité du projet et de la portée de ce projet, et il est allé même jusqu'à dire qu'on peut créer jusqu'à 750 000 emplois. Et si Humbo en parle, nous savons très bien que ce n'est pas n'importe qui parle. Technicien. Et le jour-là, il a tenu à faire une précision. Il a dit, il ne le dit pas parce qu'il veut faire un culte de personnalité, mais il le dit parce qu'il est franc, il est sincère, il croit au PND. Donc si on arrive à réunir les moyens et à utiliser les personnes ressources qu'il faut, et ces personnes ressources qui font montre d'une certaine probité dans la gestion des fonds publics qui sont mis à leur disposition, et avec un travail sérieux aussi de la HAP-Lucia, je crois qu'on peut atteindre les objectifs escomptés en améliorant le taux de chômage. Et sur ce, je pense que nous-mêmes, la presse, nous avons un rôle à jouer, parce que PND, il faut que les populations se l'approprient, et que les investisseurs locaux, les richards locaux comprennent le bien fondé de ça, parce que il faut vraiment le comprendre pour savoir, pour pouvoir apporter sa contribution. Et nous, la presse, comme nous le faisons déjà, nous avons un rôle à jouer, mais il faut qu'on nous accompagne. Effectivement. Depuis quelques semaines, les députés UNIR et les indépendants mettent leur repos parlementaire à profit pour retourner dire merci à leur base et toucher du doigt les profondes préoccupations des populations. C'est le cas de Victor James Sossou, si la presse peut nous faire voir les images. C'est donc le cas de Victor James Sossou et de Beau Soleil Obekou. La presse, voilà. Et de Beau Soleil Obekou, ils étaient respectivement dans le moyen mono et dans le Wawa, au premier rang des cadres de leur base respective. Il y a quelques semaines, les mêmes gestes ont été observés dans le Tchaoudjo, dans l'Agou, dans l'Ogou et même dans le Grand Lomé, sans oublier dans Montchamba. Bref, c'est toute l'étendue du territoire national qui a été visité par les élus du peuple qui ont effectué un premier retour triomphal. Quelle remarque peut-on faire par rapport à cette initiative? 6 remarques il y a, Yves. Non, disons que c'est une très bonne chose. Vous avez cité certains acteurs qui, même s'ils ne sont pas, quand ils n'étaient pas des députés, qui font beaucoup dans le social, qui impulsent de par leurs actions une forte dynamique au processus de développement, mais qui ne font pas assez de bruit. Donc, et aujourd'hui, ils sont retournés vers leur base dans la peau de députés élus. Je crois que c'est une très bonne chose. Ils sont retournés pour dire merci à ces populations qui les ont élus. Il y a certains qui ont posé déjà des actes très forts, allant dans le sens de répondre aux préoccupations de base de ces populations. Et je crois que c'est une très bonne chose. Par le passé, le passé, parler des mandatures passées. En tout cas, on a souvent eu à recueillir les plaintes des populations, comme quoi
une fois élus, ces messieurs et dames ne revenaient plus. Mais je crois que la donne a changé cette fois-ci. Est-ce qu'il faut dire que le cri des populations est maintenant entendu? Oui, mais il faut dire que les populations ne sont plus dupes, hein, et tous les élus ont compris que le monde évolue et qu'ils sont obligés de changer leur façon de faire et de changer leur approche. Donc aujourd'hui, quand vous prenez toutes les populations qui ont accordé leur suffrage à certaines personnalités pour que ces personnalités siègent au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour que ces personnalités puissent aussi en retour chercher, initier des projets, voter des lois qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc, par le passé, quand ils sont élus, ils viennent à Lomé, c'est fini. Et après 5 ans, ils retournent maintenant pour voir s'ils peuvent encore berner les gens et avoir leur suffrage. Mais aujourd'hui, c'est fini. Et donc, quand vous ne vous montrez pas très coopérant et très proche de la population, je pense que ça ne va pas payer. Donc les députés ont compris cela. Mais Yves le disait, il y a certaines personnalités qui inspirent confiance, certaines personnalités qui, même si elles ne retournent pas dans leur milieu, on sait en même temps que c'est des gens qui portent leur milieu dans leur cœur, c'est des gens qui sont prêts à impulser vraiment une dynamique au processus de développement dans leur milieu. Donc on a parlé de Tong, où il y a M. Victor Sossou James, même si ce n'est pas en temps électoral, il a eu toujours à poser des actes de grande portée sociale dans le milieu. Et quand on prend Tchamba, notre le grand frère à Tchadegui, voilà, et qui très chouchouté dans le milieu, et lui et ses collaborateurs qui font un travail assez formidable pour le repositionnement de Tchamba, pour le développement de Tchamba et pour l'épanouissement de la jeunesse de Tchamba. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Dans le Grand Tone, le jeune se bat également. Bien évidemment, quand vous revenez vers Tchaoudjo, vous voyez Folibazi Katari, M. Adoui, M. Machoud aussi, qui font du très bon travail, et surtout avec la crise d'hystérie qui s'est déclenchée dans les établissements. Il y a eu des actions aussi qui ont été menées en matière de prière, de sensibilisation, et même voir éventuellement comment conjurer ce mal-là qui attaque les gens. Maintenant, si je vais vers M. Beau Soleil, qui était dans son Wawa, un jeune, il faut dire quelqu'un avec qui émerveillé, nous partageons en tout cas beaucoup de réflexions. Et ce monsieur qui est allé dans le Wawa, il a discuté avec presque toutes les populations de Wawa, et même est en train de nouer des contacts avec des partenaires étrangers qui viendront à Badou. Le jumelage est déjà acquis, mais il y a d'autres partenaires qui vont arriver et dérouler des projets de développement au bénéfice des populations. Donc voilà ce que nous attendons aussi des députés, en dehors de voter des lois à l'Assemblée nationale, contrôler l'action gouvernementale. Et ces députés aussi peuvent s'investir en cherchant des partenaires, en cherchant des opportunités d'investissement pour le développement de leur milieu. Donc on ne peut que s'en réjouir et leur demander de continuer, et pour que la population puisse en bénéficier. Et spécialement une mention spéciale pour ce jeune député, Obekou Beausoleil, parce que j'étais derrière lui lors de sa tournée de remerciements. C'est un jeune. On sent qu'il a la population avec lui. C'était très fabuleux. Partout où il allait, il était accueilli d'ailleurs comme le chef de l'État. Et puis, on sentait dans le visage des populations une adhésion totale à c'est aussi l'avantage du rajeunissement de la classe politique. Et cette nouvelle assemblée a été basée sur le rajeunissement. Et je crois que c'est une très bonne chose. Quand vous savez, il y a une forte proportion de la jeunesse qui domine la population togolaise, et quand vous avez des acteurs politiques avec jeunes avec lesquels vous qui se retrouvent dans votre classe sociale, votre génération, ça fait fierté, et facilement vous adhérez à tout ce que ces jeunes acteurs sont en train de porter. Très bien. La dernière lecture, c'est celui des églises. Multiplication et nuisance sonore des lieux de culte. Le gouvernement ferme 7 églises et met en garde plusieurs églises fermées. À Lomé, une fermeture provisoire de certaines églises. Pas de 2 poids, 2 mesures
Voilà ce que l'on apprend de certains journaux comme Tingo, Temps Nouveau et le Canard Indépendant, comme pour dire trop, c'est trop, n'est-ce pas, chers confrères? Oui, Eric, c'est vrai que le paysage religieux aujourd'hui est infecté par la prolifération et l'expansion non limite des églises et un peu partout qui poussent comme des champignons et il des y a pasteurs des pasteurs qui s'illustrent qui s'illustrent en des attitudes on ne peut plus et rétrograde, attentatoire à la cohésion sociale, et, oui, à la chrétienté même. À la chrétienté même. Donc je crois que c'est normal que la direction des cultes puisse réagir et la direction des cultes a initié a mis sur pied la police des cultes et c'est une très bonne chose. Et pour une première activité, elle est allée fermer certaines églises parce que vous savez qu'il y a certaines églises aujourd'hui, d'abord le lieu de leur implantation, ça pose problème et les activités qu'elles mènent aussi ne respectent aucune norme. Vous avez parlé de la nuisance sonore. Au-delà des églises, vous avez des pasteurs, des évangélistes qui, munis des appareils de sonorisation, circulent un peu partout à des heures indues pour crier, réveiller les gens, perturber le sommeil des riverains, des paisibles populations. Donc je crois qu'il est temps que la direction des cultes puisse vraiment jouer sa partition pour mettre à l'aise toutes les populations. Atia, est-ce qu'on peut déjà applaudir puisque hier seulement, ça n'était encore dans mon quartier à Adéti Copé, là-bas, toute la nuit, derrière ma maison, ce n'était pas possible. Non, je pense qu'on peut applaudir déjà? Oui, on doit s'en féliciter parce qu'il y a trop de dérapages dans certaines églises, surtout ces églises charismatiques qui poussent comme des champions un peu partout, au bord de la route et partout. Et ces prophètes aussi qui sortent de nulle part et procèdent par escroquerie et des fois même par... non, mais il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Désigner les choses par leur nom. Vous voyez des prophètes qui font des miracles pas possibles. Ils disent qu'ils opèrent des miracles, mais est-ce que, allez-y voir si ce sont vraiment des miracles. Est-ce que c'est au nom de Jésus qui font ces miracles? Est-ce que véritablement leur inspiration est tirée de la Bible? Allez-y comprendre beaucoup de choses. Il y a des femmes qui ont fait confiance à ces prophètes et ce que ça a donné comme désillusion, ce que ça a donné comme conséquence aussi, tout le monde en sait. Donc c'est des faits qui sont connus dans la société et il y a eu des plaintes qui ont été en tout cas déposées au niveau de la direction des cultes et la direction des cultes a procédé à une petite enquête. Je dis petite parce que bon, c'est à sa taille et à la suite de ça, et cette direction s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses et qu'il fallait quand même agir. Et sur le plan actions qui ont été menées, et la direction a travaillé avec l'Agence nationale de gestion de l'environnement, ANGE, et ils ont mis en place, disons, un comité qui a procédé à des sensibilisations. Mais ça n'a pas porté parce qu'il y avait des pasteurs récalcitrants et tout ça là et qui continuaient toujours dans des dérives pas possibles. Et donc au finish, la décision est de passer à l'action, de sévir, et je pense que c'est ça qui a commencé. Et au même moment, on nous annonce aussi qu'il y a des mosquées qui seront aussi concernées parce qu'il y a de ces imams là qui font des prêches à des heures impossibles avec des sonorisations haut débit et autres là. Donc voilà, ça ne crée pas disons des conditions favorables au bon voisinage et surtout ça perturbe la tranquillité des paisibles faudrait citoyens. Canaliser tout cela, tous ceux qui ne voudront pas que leur lieu de culte ou bien d'adoration puisse connaître le sort de ces dix disons églises qu'on venait de fermer. Je pense qu'ils doivent revoir leur copie et revoir les heures de prière et autres là, et surtout ne pas perturber les gens en matière de suffisamment compris, nous disons donc merci, mais le temps qui nous est imparti est parti totalement et j'espère que nous allons poursuivre mais dans nos prochaines publications. C'est le temps pour nous de vous remercier très sincèrement, tout en félicitant une fois encore le directeur des cultes, M. Beley, pour cette initiative qui, j'espère, pourra nous permettre un temps peu de rattraper notre sommeil perdu pendant
dans des années. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de bout en bout dans cette messe. Merci à tous les fidèles. Merci à vous, chers co-officiants de la messe. Vous êtes Akia Ibrahim et puis Yves Gallet. C'est avec plaisir et beaucoup d'enthousiasme que j'entends vous retrouver au prochain rendez-vous pour d'autres prêches. Merci à Foli Kani, merci à Alexandre Tchalim. Quand on ne peut plus avoir la liberté qu'on avait sous les tyrans, on jouit au moins des tyrannies de ceux qui parlent de liberté. C'est de Ferdinand Bach. Bonne méditation et à dimanche prochain.